Nous proposons de faire une analyse de la ville et de son espace pour mettre en évidence sa méthode de construction tenant compte de la présence de la prostituée à travers du dispositif vitrine et de la ville. Comment, avec cette urbanisation, ont été créées les zones invisibles dans l'espace urbain. Ces espaces partagés par la population ignorée font partie d'un espace public-privé qui a été ignoré et classé comme espace interdit, non dit, ou même utilisé sur un autre ordre de discours. Après la révolution industrielle et avec l'urbanisation des masses dans les grandes villes, on a pu constater un grand changement dans l'organisation de la structure sociale urbaine. Cette analyse se porterait sur la ville comme espace-temps, un temps lié de confluence de multiples savoirs, des sujets hybrides et dynamiques venant de la confluence entre les formes urbaines et la société. L'urbanisation de plusieurs villes a connu au XIXe siècle un développement à grande échelle avec plusieurs développements antérieurs plus modestes. Cette urbanisation au XIXe siècle a toujours joué de façon explicite et consciente un rôle politique et économique. Avant les années 1800, les villes avaient dans sa conception urbaine une structure médiévale, les cas des villes européennes, ou encore sans unification urbaine, les villes en Amérique, sans égouts, sans traitement des eaux, avec des rues étroites et sans arbres. Paris n'a pas été touché par des tremblements de terre comme Lisbonne et pas davantage détruite comme Berlin, Londres ou Varsovie, mais elle vivait avec le souci des logements insalubres et des épidémies. Avec une politique explicitement hygiéniste au XIXe siècle, accompagnée par une idéologie de contrôle des habitants, Paris passe sur les travaux de grande envergure du baron Georges Eugène Haussmann, préfet de la Seine, dans les décennies 1850 et 1860. Pour contrôler ses habitants sur le plan individuel autant que collectif, après les faits constatés de plusieurs batailles rangées entre la population et le gouvernement, il fallait créer une ville avec des grands boulevards, des avenues, un bon éclairage et des adresses bien ordonnées et séquentielles. Cette vision d'urbanisation sera utilisée en diverses villes dans le monde entier. Avec une justification hygiénique et positiviste, avec le but d'ordonner, surveiller les habitants, il se ferait partout à partir du XIXe siècle une urbanisation à grosse échelle mondiale. Selon Walter Benjamin, Baudelaire, entre 1842 et 1858, a changé d'adresse 14 fois. Cette nouvelle forme d'enregistrement et de contrôle de la population est citée plusieurs fois dans les romans de Balzac et de Zola. Ils ont fait un portrait de cette société radicalement transformée après des intensifs travaux qui ont été durés presque toute la moitié du XIXe siècle. De cette manière, est né un modèle d'urbanisation qui place dans la partie centrale des villes, des quartiers bourgeois, et vers la périphérie des habitants pauvres et l'industrie. Il s'agit là d'un grand plan, d'un grand dessin tout à fait délibéré. Cette transformation a provoqué un transfert de l'espace public en espace privé, c'est-à-dire toute une privatisation des espaces jugés essentiels pour le développement social de la ville et de ses habitants a eu un impact majeur jusqu'au XXIe siècle. C'est un modèle qui se répète encore aujourd'hui dans le système capitalisme libéral. En effet, beaucoup de personnages de cette urbanisation qui étaient déjà présents ont été soit plus invisibles, soit se sont transformés en sans-abri. Les prostituées faisaient partie de ces personnages. La ville, avec toute son organisation sociale, va déplacer tout ce qui n'a pas de place en son sein. Tout ce qui dérange, comme toute sa propriété morale ou physique, vers des endroits isolés, excentrés, loin des regards raffinés de la population métropolitaine.
c'est dans ces espaces, quasi d'autres, dans les bas-fonds, l'on parque et délocalise ce qu'on non désire, ce qui n'ont pas désirable dans l'espace public. C'est dans cet espace qui était relégué dès le début de la ville moderne la figure mythique de la prostituée. Pourtant, plusieurs écrivains comme Baudelaire, Zola ou Benjamin parlent de la fusion de la prostituée dans la ville, comme si elle avait trouvé sa place là où on l'avait pourtant rejetée. C'est que la prostituée est le visage de la modernisation urbaine qui dissémine l'espace. Au contraire du flâneur qui refuse la modernité, la prostituée s'adapte comme mutante, toujours mythique, toujours présente à la fragmentation de l'espace urbain. C'est que la prostituée possède, à l'inverse des autres femmes, la qualité mythique de la prêtresse qui a un don et passage. Le don, par exemple, de faire passer les autres dans les fantasmes, dans l'inconscient, dans les désirs, dans les rêves. Elle développe une sorte d'économie de l'imaginaire qui se localise avec elle dans les lieux d'autres de la ville. Bien avant Baudelaire et Benjamin, il y a eu les poèmes luxurieux de Arentin, Pétrarque, ou même Sade, qui imaginait la prostituée comme la porteuse d'un savoir d'autre, d'un apprentissage qui se mêle à la fantasmagorie de la ville. D'autres écrivains, artistes vont parler de l'espace qui est public et qui se mélange avec l'espace privé. Dans ses interventions, Alain Fleischer s'y penche sur la question de l'image photographique. En parlant des clichés sur les images fétiches dans la vie de nous tous, il propose cette intervention dans l'espace en faisant une médiation entre ce qui est d'ordre du privé, sacré. Profaner, comme disait Agamben, c'est rendre public ce qui est d'ordre du sacré, de l'interdit. Si la ville moderne met tout en œuvre pour offrir plein la vue avec la multiplication d'attractions comme les commerces, les centres d'achat, le lieu où la foule s'amuse, c'est qu'elle a perdu l'essence de la rêverie authentique. Même Mallarmé, le seul à être capable de rêver dans une foire, voir un spectacle interrompu dans divagation. C'est que l'imaginaire semble avoir suivi la prostituée dans les lieux les plus cachés et retirés de la ville. La prostituée est ainsi une sainte laïque dans la modernité, la gardienne qui élève le réel à l'imaginaire. Pour parler de la prostituée, nous irons parler de l'étymologie du nom. Selon Eliane et Robert de Moraes, dans son ensaï qui s'appelle Puta, Putus, Putida, songerie étymologique de la prostituée. Là, on a ici la citation, bien que les mots pute disent les plus vieux métiers du monde, l'hypothèse qu'il remonte à l'origine des langues peut causer une certaine surprise. Mais ce qui suggère un de ces plus curieuses étymologies pour attribuer la même racine latine du mot puis, une telle suggestion se trouve dans le Dictionnaire de l'amour, publié en France en 1927, qui établit des relations entre les deux termes, étant donné son possible dérivation de putagium ou putens, car une fois les prix ont été lieux de rencontres à la recherche, des filles à la recherche des aventures amoureuses. Selon la même entrée sera l'essence implicite de l'expression ancienne, expression puis d'amour, probable dénomination originale de ce qui plus tard sera appelé cour d'amour, évoquant les sens ordinaires faire la cour. Bon, c'est une traduction libre. Alors, en revenant, cette étymologie est un mode de pensée et comme tel, il est supposé infini moyen d'imaginer, mais aussi penser les signes associés au personnage de la prostituée dans la modernité. Figure importante dans les arts, dans la littérature, la prostituée a été évoquée comme prétexte dans les anciens temps, porteuse d'un savoir
qui la mettait dans l'Antiquité un stratus différencié. Pour Eliane Robert de Moraes, dans la poésie de la Renaissance italienne, Arentin, Pétrarque et Dante, Arentin, Pietro Arentino, s'est beaucoup occupé dans ses poèmes des thèmes liés au sexe. Ses sonnets luxurieux, Arentin est un grand poète qui montre tout, qui ouvre les langages. Ce que c'est vie, je veux et non point un trésor. Car c'est lui et lui seul qui me peut rendre heureuse. Un vin digne, ma foi, de toute impératrice. Un joyau qui vaut plus et bien plus qu'un puits d'or. Oh là, mon gros vie, à l'aide, je me meurs, transperce jusqu'au fond de la maîtrise sans chaleur. Car tout ton petit vie me saurait convenir. À qui veut dans le con garder son décorum? Ma chère maîtresse, vous dites bien vrai, qui n'a qu'un tout petit et fou un con, méritait d'avoir d'eau fraîche en cristal, qui n'a peu que foutre, coule jour et nuit. Mais qui en a, comme moi, un hypothéliade féroce, qui toujours il prenne ses ébats dans les coins. C'est vrai, mais nous sommes si goulous de vie, et cela nous semble si bon, que nous accueillerons l'obélisque et devant et derrière. Le Marquis de Sade, qui n'est pas uniquement un écrivain, mais un philosophe, Sade cite par exemple Rousseau, Diderot, à côté des scènes qui se fondent entre ces personnages. Georges Bataille, un écrivain très récurrent sur le thème de la pornographie. Quand on parle de la pornographie, on pense aux images, aux signes, aux symboles et fétiches. Il s'agit aussi de la curiosité du fait que tout ce qui est interdit est fermé dans un espace clos. Cet espace nous incline notre curiosité, notre façon d'apprendre par les images, l'éducation qui se fait par les images. La curiosité de cela est le trou de la serrure, est l'espace où tout commence. Quand enfant, on veut savoir ce qui se passe dans cet espace fermé, puis on regarde. Les photographies pornographiques de Paris du Second Empire nous stimulent à cette façon de concevoir l'image, une relation étroite avec l'évolution de la peinture, des modes admis de représentation du corps. Des milieux de yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope, comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Et qu'on ne dise pas que les enfants qui reviennent de l'école prenaient seul plaisir à ces sottises. Elles furent l'engouement du monde. J'ai entendu une belle dame, une dame du beau monde, non pas du mien, répondre à ce qui lui cachait discrètement de pareilles images. Se changeait ainsi d'avoir de la pudeur pour elle. Donnez toujours, il n'y a rien trop fort pour moi. Cette curiosité qui vient de l'espace public vient vers le privé, commence par les regards, l'œil. La curiosité, selon Freud, est sexuelle, mais ajoutons-lui en savoir la phrase « je vais voir ». Un des dispositifs qui a mieux exploité au XIXe siècle cette curiosité, c'était la photographie. Les photographes du Second Empire vont exploiter cet imaginaire de la curiosité associé à l'image pour créer un espace intermédiaire entre ce qui est d'ordre du privé en rendant ces images vers une diffusion pour les rendre semi-publiques. La photographie emploie des modèles de deux sexes recrutés pour les femmes parmi les prostituées
ou les petits métiers traditionnellement liés à la prostitution occasionnelle. Lingères, fleuristes, blanchisseurs, et pour les hommes moins nombreux, parmi une population plus variée, qui va de la main du modèle féminin jusqu'au militaire en passant par l'élève pharmacien, mais qui comprend surtout des employés du photographe, coloristes, opérateurs, courtiers, ce qui met bien en lumière le caractère artisanal de l'entreprise. Au XXe siècle, c'est Alain Fleischer qui va récupérer cette façon de faire de la photo en travaillant avec la photographie considérée pornographique, en l'exposant dans les lieux publics. Pour Fleischer, il ne doit pas avoir la séparation entre ce qui est privé et public. Les espaces doivent être ensemble, unis. Alain Fleischer appartient à une école, l'école des narrateurs, qui selon Walter Benjamin est celui qui prend du temps pour raconter une histoire. Le narrateur est celui qui nous montre les contextes en forme de nœuds bien construits sur la mémoire. La muse de la narration. Le narrateur ne donne pas toutes les clés tout de suite, au contraire de l'information qui se situe le lecteur-spectateur en formule à répétition. Avec la formule, on donne tout ce que le lecteur veut. Il disparaît le don d'écouter et aussi la communauté d'auditeurs. Raconter des histoires est toujours les raconter de nouveau et de provoquer l'étonnement, la surprise. La patience, la mémoire, le temps sont des amis de l'artiste chercheur. L'inquiétude est dans ces maigres bagages de l'imaginaire. L'imaginaire pour Fleischer est une monnaie vivante. En évitant d'être classifié comme professionnel spécialiste, il se promène par de nombreuses formes de concevoir son regard d'artiste-chercheur. En observant la ville, un thème qui lui est cher, il s'approprie de ce que nous faisons référence aux actes du narrateur qui ne veut pas paraître, mais diffusionner à son œuvre. Parce que, selon lui, si la véritable œuvre d'art fonctionne comme une apparition, la vocation de l'artiste est de disparaître. La disparition est aussi liée à l'observation de l'artiste qui, pour Benjamin peut atteindre une profondeur presque mystique. Les objets éclairés perdent les noms, ont l'ombre et lumière, forment des systèmes et problèmes particuliers qui ne sont pas dépendants d'aucune science, qui ne demandent aucune pratique, mais qui reçoit toute l'existence, toute sa valeur, des centaines d'affinités singulières entre l'âme, l'œil et la main, d'une personne née pour étonner telle affinité en soi-même et pour les produire. Fleischer conçut de cette façon notre regard sur la pornographie, sur les images de la prostituée dans l'espace public. Elle est cette muse de la narrative, une sainte laïque de nos désirs et fantasmes de l'ordre privé. Elle est porteuse du don de réaliser les fantasmes dans une société qui a comme valeur la monnaie marchande de l'offre, à la demande, à la réalisation. Dans ces différentes zones géographiques de la ville, les dispositions des objets sont différentes. Les valeurs anthropologiques, socioculturelles, cognitives et psychologiques font partie d'une encyclopédie du spectateur-lecteur, construite tout au long de sa vie. Cette construction réappropriée est structurée et montrée par les dispositifs vitrines. La vitrine fait partie de la vie quotidienne du spectateur-lecteur. Ces codes seront très présents dans l'environnement physique et social du spectateur. Ces dispositifs sanctionnent nos nouvelles technologies pour identifier les individus par la surveillance et transformer nos espaces publics en immenses prisons. Les consommateurs qui utilisent sa carte bancaire lors d'un achat vont donner toutes sortes d'informations qui vont dans le sens d'un contrôle de ses achats, de ses goûts, de ses références. De cette façon, la société de contrôle porte son identité invisible sur les consommateurs. Et ce phénomène est accentué par les grands attentats, ceux de 2001 et 2015. La surveillance est devenue un mot-clé dans les menus gouvernementaux des sociétés post-industrielles.
Au XXe siècle, c'est Alain Fleischer qui va récupérer cette façon de faire de la photo en travaillant avec la photographie considérée pornographique et en exposant dans les lieux publics. Pour Fleischer, il ne doit pas avoir la séparation entre ce qui est privé et ce qui est public. Les espaces doivent être ensemble, unis. Alain Fleischer appartient à l'école des narrateurs. Je vais sauter un peu, je pense que le temps... Il resterait 3 minutes. Ok. Bon. L'imaginaire pour Fleischer est une monnaie vivante. Ainsi, comme Sade, pour reprendre les mots de Pierre Klossowski, nous apporte cette résistance à l'industrie culturelle subventionnée par l'État, avec le but de créer un certain amercissement collectif, en dévoyant la face de la mercantilisation industrielle de l'émotion voluptueuse sous les rapports de la production massive. En évitant d'être classifié comme professionnel spécialiste, il se promène armé de ces concepts avec son regard d'artiste-chercheur. En observant la ville, un thème qui lui est cher, il s'approprie de ce qui fait référence aux actes d'un narrateur qui ne veut pas apparaître, mais plutôt de fusionner à son œuvre. Parce que, selon lui, l'apparition est toujours une disparition. Et pour Fleischer, il conçut de cette façon notre regard sur la pornographie. Les images qui simulent la prostituée dans un espace, comme dans une vitrine, comme un muse de la narration. Et aussi en donnant son corps, en donnant cette possibilité de rêve, au contraire de la marchandise dans la ville. Une image compromise, interdite de séjour, d'héritier, banni et à ses ponts disqualifiés de tout lien, de toute parenté, avec toutes les autres images qu'elle en devient. L'image unique, la seule image, la pure image, l'image du pur regard, sans parole, l'image muette, l'image promise. L'image promise, l'image profanée, sans retour marchand, mais avec un retour des affects soutenu par une clientèle déclassée, avec une énorme pauvreté, où on peut consacrer à la valeur du signe dans la modernité. Merci.